Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 04. On va se pencher aujourd'hui sur une seule journée, le 20 janvier 2026. Une journée où la diplomatie mondiale a semblé basculer en direct, sous nos yeux. Et tout commence par une poignée de mots. Des mots échangés en privé entre deux des hommes les plus puissants de la planète. Mon ami, je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland. C'est une phrase tirée d'un message privé du président français Emmanuel Macron à son homologue américain Donald Trump. Bon, tout de suite on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe au Groenland pour justifier un tel message entre alliés ? Sauf que la vraie bombe, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans le message, c'est la façon dont le monde entier va l'apprendre. Parce que non, ce message n'a pas fuité par un obscur lanceur d'alerte. Il a été publié, tel quel, par Donald Trump lui-même sur son propre réseau social. En un clic, un échange diplomatique qui aurait dû rester secret est balancé sur la place publique. Et c'est là que tout s'emballe. C'est le point de départ d'une journée de confusion totale, de déclarations qui se contredisent et qui vont révéler des fractures, des fractures bien plus profondes qu'on ne l'imaginait au sein de l'Alliance occidentale. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment un simple message a pu déclencher une pareille tempête ? Pour bien comprendre, il faut revenir aux faits. Est-ce que ce message était vrai ? Et surtout, qu'est-ce qu'il disait exactement ? Sur l'authenticité, il n'y a aucun doute. L'Élysée confirme très vite, le message est bien réel. La publication de Trump est donc un geste politique, un geste totalement délibéré. Côté français, on tente de retourner la situation. Cette transparence un peu forcée, elle devient une occasion de montrer que Macron, lui, défend la même ligne en public comme en privé. Une façon de dire qu'il reste droit dans ses bottes, notamment sur les questions de souveraineté. Mais voilà, pendant que ce psychodrame diplomatique se joue sur les réseaux sociaux, il y a une autre réalité. Une réalité bien plus brutale, qui se déroule à des milliers de kilomètres de là. Cet échange sur le Groenland, ces histoires de sommet, tout ça détourne l'attention d'une urgence absolue. La situation sur le terrain, en Ukraine. Et pour vraiment saisir l'enjeu de toutes ces discussions, il faut faire un effort. Il faut quitter les salons dorés des palais présidentiels et aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, en plein cœur de l'hiver ukrainien. Moins 14 degrés. C'est la température à Kiev ce matin-là. Un froid polaire. Mais ce n'est pas juste un chiffre sur un thermomètre, c'est un froid qui est devenu une arme de guerre. Parce que cette température, c'est le décor d'une attaque massive, et surtout très ciblée. La chronologie de la nuit est juste implacable. Pendant que les diplomates dorment, une pluie de 34 missiles et près de 340 drones s'abat sur le pays. Au petit matin, les conséquences pour les gens sont directes. À Kiev, plus de 5600 immeubles se retrouvent sans chauffage, par moins 14. Et puis, vers midi, une alerte encore plus grave. Tchernobyl, le site de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, est coupé de son alimentation électrique. Face à ça, évidemment, le message de Kiev est un cri d'alarme. Le ministre ukrainien parle d'une frappe barbare, d'un signal pour les leaders mondiaux qui sont tous réunis à Davos. Le message est clair, regardez ce qu'il se passe ici. C'est là que le décalage est le plus dingue entre cette urgence vitale sur le terrain et des manœuvres diplomatiques qui, franchement, semblent se dérouler sur une autre planète. Et c'est précisément dans ce contexte de crise extrême que s'inscrit la fameuse proposition d'Emmanuel Macron. Revenons à son message. Parce qu'au-delà de la petite phrase sur le Groenland, il y avait une proposition diplomatique. Une proposition audacieuse, un vrai pari pour essayer de sortir de l'impasse. Alors, c'est quoi ce plan ? D'abord, organiser un sommet du G7 en urgence à Paris, dès le jeudi. Ensuite, et c'est ça le point le plus spectaculaire, convier les Russes. Pas comme des membres à part entière, mais en marge de la réunion. Ce serait une première depuis le début de la guerre. Le plan, c'est aussi d'inclure les Ukrainiens et les Danois pour mettre tous les sujets sur la table. Bref, c'est une tentative de reprendre la main en utilisant le cadre des alliances qu'on connaît. Seulement voilà, la vision française, elle va se heurter à un mur. Une autre vision, radicalement différente, portée par la Maison-Blanche. Donald Trump, lui, ne cherche pas à rafistoler les vieilles alliances. Non, il veut en créer une nouvelle, avec ses propres règles. Le projet, c'est le Conseil de paix. Le Conseil de paix. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce n'est pas juste une réunion, c'est une nouvelle institution permanente, conçue pour faire de l'ombre et même pour concurrencer l'ONU. Et le principe de fonctionnement est simple et brutal. Pour avoir un siège permanent, il faut payer un ticket d'entrée, 1 milliard de dollars. On est dans une vision de la diplomatie où l'influence s'achète, littéralement. Et la question que tout le monde se pose à ce moment-là, est-ce que Poutine a été invité à rejoindre ce club de milliardaires de la diplomatie ? La réponse vient de Donald Trump lui-même, sans aucun détour. Oui, il a été invité. Pas en marge, pas pour une discussion, non. Comme un membre potentiel de cette nouvelle organisation. Là, on assiste à un véritable choc des philosophies. D'un côté, l'approche Macron, on s'appuie sur le G7, le cadre historique, pour tenter un dialogue, même si c'est compliqué. De l'autre côté, l'approche Trump, on fait table rase du passé, on crée une nouvelle structure basée sur l'argent, et l'objectif, c'est d'imposer de nouvelles règles du jeu. Ce sont vraiment deux mondes qui s'affrontent. Et inévitablement, la collision de ces deux visions, jouées comme ça, en public, ça sème la confusion et la méfiance partout.
Les alliés ne savent plus sur quel pied danser, les adversaires observent et se frottent les mains. Les conséquences de cette cacophonie diplomatique, elles sont immédiates. Pour l'Ukraine, c'est un véritable casse-tête. Le président Zelensky confirme bien avoir reçu l'invitation pour le fameux Conseil de paix. Mais sa réponse, tout en retenue, en dit très long. Comment est-ce qu'on peut imaginer s'asseoir à la même table que son agresseur, surtout dans un format où il est accueilli comme un client VIP ? C'est l'expression d'un dilemme tout simplement impossible. Pour ajouter encore un peu plus de confusion, le Kremlin vient jeter une douche froide sur la proposition française. Le porte-parole déclare que Moscou n'a pas reçu d'invitation pour un G7 à Paris. Alors, est-ce que c'est une posture de négociation ? Est-ce que ça veut dire que Paris a agi sans consulter Moscou ? Le flou est total. Les répercussions sont donc multiples. Zelensky s'inquiète, et on le comprend, que l'attention du monde se détourne de la guerre. Le différend sur le Groenland, qui semblait être un détail, est maintenant vu comme une distraction majeure. Et pendant ce temps, alors que la com officielle est complètement chaotique, on apprend qu'un émissaire russe est bien présent à Davos, signe que des discussions ont bien lieu, mais dans l'ombre. Au final, cette journée folle du 20 janvier, elle ne se termine pas avec des réponses, bien au contraire. Elle nous laisse avec une série de questions fondamentales. Elle agit comme un révélateur, en fait. Elle a exposé des fissures qui vont bien au-delà d'un simple désaccord. Des fissures qui interrogent l'avenir même de l'ordre international. La première question, c'est celle de la solidité des alliances, entre une approche qui cherche à adapter les cadres historiques et une autre qui veut tout remplacer par une logique de business. Est-ce qu'il y a encore un terrain d'entente possible ? Est-ce que l'unité occidentale, si importante depuis le début du conflit, peut vraiment résister à un tel choc ? La deuxième question, elle est peut-être plus profonde. Elle concerne le rôle même de la diplomatie. Quand les discussions au sommet semblent aussi déconnectées de la réalité du terrain, quand des gens grelottent sans chauffage par moins 14 degrés, quel est le poids réel de ces échanges de messages, de ces propositions de sommet ? Et enfin, la dernière question, la plus vertigineuse. Et si cette journée du 20 janvier n'était en fait que le symptôme de quelque chose de bien plus grand ? Et si on était en train d'assister, en direct sur nos écrans, à la fin d'un ordre mondial basé sur des règles et à la naissance d'une nouvelle ère ? L'ère d'une politique de puissance totalement décomplexée où tout devient un spectacle. La question, évidemment, reste ouverte.